Beauty Gold vous présente le journal. La cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation du palais de la Reine d'Antananarive s'est faite ce jour. La réhabilitation de ce monument historique permettra de rehausser à nouveau la souveraineté nationale selon le chef d'État, un point important pour le développement du pays. Selon le rapport publié par la Banque mondiale aujourd'hui, l'économie du pays devrait s'améliorer cette année. La stabilité du prix du carburant fait partie des points qui permettent une stabilité économique. Selon les explications, il est possible de faire en sorte que l'État ne subventionne plus le carburant. Le Soudan vit apparemment un tournant à la 6e journée consécutive d'un mouvement populaire contre le président Omar al-Béchir. Le ministre de la Défense a annoncé aujourd'hui la chute du régime. La constitution est suspendue et des élections seront organisées après une période de transition de 2 ans, toujours selon ses propos. Un couvre-feu d'1 mois a également été instauré par l'armée. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation du palais de la Reine d'Antananarive s'est faite ce jour. La réhabilitation de ce monument historique permettra de rehausser à nouveau la souveraineté nationale selon le chef d'État, un point important pour le développement du pays. Andra Arson et Andra Nantenaï. La cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation du palais de la Reine d'Antananarive, symbole historique de l'unité nationale et reflet de la souveraineté nationale, Manzaka Miadan, s'est tenue aujourd'hui. Le palais de la Reine d'Antananarive fut autrefois, à l'époque de la royauté, le lieu destiné aux grands monarques malgaches issus des hautes terres de Madagascar pour exercer leur pouvoir et faire valoir l'unité et la souveraineté nationale malgré les diversités et les différentes origines des malgaches. C'est ce que le président de la République Andra Zouil l'a rappelé ce jour lors de son allocution à la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation composée du palais de Bessakan, du palais de Manzaka Miadan et tous les importants patrimoines marquant l'histoire de Madagascar qui se trouvent à l'intérieur du palais. Pour rappel, le roi Ndianzak fut le premier bâtisseur du Grand Palais Royal d'Antananarive et la plupart de ses successeurs ont également érigé chacun des édifices et laissé des patrimoines historiques à l'intérieur du palais. Le Grand Palais Royal d'Antananarive constitue ainsi un important patrimoine national puisqu'il s'agit d'un endroit historique où les grands rois et reines ont exercé leur autorité sur tout le territoire national. Il s'agit donc d'un monument historique qui représente l'unité et la souveraineté nationale malgache d'antan. Pour le chef d'État, la réhabilitation de ce patrimoine national figure parmi ses priorités et le 27 janvier dernier, il a rehaussé de sa présence le culte écuménique pour la bénédiction de la nation au temple chrétien de la cour du palais après la formation du nouveau gouvernement et marquant l'annonce du projet présidentiel de reconstruction du Grand Palais Royal. Faisant suite à cette annonce, le président de la République a donc lancé ce jour les travaux de réhabilitation à travers la reconstruction en premier lieu du palais de Bessakan, le palais le plus ancien construit par le roi Indiamas Naval et qui sera suivi prochainement par la reconstruction des autres palais restants. Pour le chef de l'État, ces travaux de réhabilitation du palais royal d'Antananarive contribuent à renforcer la souveraineté nationale et permettra également de raviver la fierté et le patriotisme des Malgaches qui sont à la base de la renaissance et de l'émergence de Madagascar, a-t-il ajouté. Pour rappel, le palais royal fut incendié dans la nuit du 6 novembre 1995 et n'a jusqu'ici réussi à renaître de ses cendres. Aujourd'hui, le chef d'État a fait une annonce solennelle pour la réhabilitation définitive de ce monument historique avant la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar pour l'année prochaine. C'est un défi pour toute la nation. Les jeunes générations doivent connaître et apprendre de leur histoire pour pouvoir mieux avancer. Par ailleurs, tous les édifices et monuments composant le palais autrefois seront tous restitués et l'État fera tout le nécessaire afin de pouvoir le classer parmi les grands patrimoines mondiaux. On y utilisera également les nouvelles technologies afin de pouvoir faciliter la représentation de l'histoire aux générations futures, selon le président Andra Zouil. En plus des membres des familles royales venus de toutes les régions de l'île, les chefs d'instruction, les membres du gouvernement, les représentants du corps diplomatique et de nombreuses personnes de bonne volonté ont également assisté à cette cérémonie.
de lancement des travaux de réhabilitation du Grand Palais Royal d'Antananarivo, conduite par le président de la République et son épouse. Dans l'actualité politique, le renforcement des sanctions pour trafic d'êtres humains et l'accès à l'eau potable pour certaines parties de la capitale, ce sont les principaux points abordés au cours du Conseil des ministres hier, outre la nomination de hauts fonctionnaires et l'abrogation de certains décrets de nomination. D'autre part, un texte apportant des modifications de quelques articles du Code minier a également été validé. Feizou Rafali. Il a été décidé au cours du Conseil des ministres tenu hier au Palais Diavelou que le trafic d'êtres humains, sous toutes ses formes, est sévèrement puni par la loi malgache. Il est formellement interdit d'envoyer des femmes travailler dans des pays où elles subiront violence et non-respect du droit de l'homme. Les auteurs, qu'ils soient directement ou indirectement impliqués dans ces affaires, seront sanctionnés. Des contrôles au niveau des lignes aériennes qui desservent ces pays seront systématiquement observés. Une organisation a également été mise en place pour un accès à l'eau potable dans la partie est et ouest de la capitale pour faire face aux problèmes d'approvisionnement en eau dans ces zones. Dans cet axe, outre les infrastructures prévues pour régler ce problème, des puits de 100 mètres cubes vont être mis en place. Mbumangake, Ambatumar, Ambuibeila, Itos, Fenoariv, Ambumains et Ambuchmazak pourront en bénéficier. En matière d'exploitation minière, un arrêté ministériel a été adopté apportant des modifications sur certains articles du Code minier, tels que l'article 180, alinéas 2 et 3, portant sur les forces majeures en matière de manquement aux obligations. Il en est de même pour les saisies des produits illicites et des sanctions y afférentes. De nombreux hauts fonctionnaires ont aussi été nommés au cours de cette réunion. Des décrets ont également été abrogés, à l'exemple de décrets de nomination de directeur régional au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures, du ministère des Mines et des Ressources stratégiques, du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales et du ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie. Dans l'actualité socio-économique, selon le rapport publié par la Banque mondiale aujourd'hui, l'économie du pays devrait s'améliorer cette année. La stabilité du prix du carburant fait partie des points qui permettent une stabilité économique. Selon les explications, il est possible de faire en sorte que l'État ne subventionne plus le carburant. Un reportage signé Mianta Ranjanev. Une stabilisation du prix du carburant et un arrêt des subventions de l'État sur le carburant à Madagascar, deux grands points évoqués par le rapport publié par la Banque mondiale ce jour. Toutefois, cela dépend encore de plusieurs critères. Il y a une possibilité que les prix à la pompe pourraient baisser sans une subvention de l'État. C'est de suivre la vérité du prix. Quand le prix du carburant mondial va augmenter, le prix du carburant à la pompe doit aussi augmenter. Quand le prix du carburant mondial va baisser, le prix du carburant à la pompe ici à Madagascar doit aussi baisser. Il y a une possibilité de réduire les coûts fixes du prix d'un litre de carburant. C'est de promouvoir la concurrence du prix, soutenue par une régulation effective. Pour les composants qui sont fixes, il y a une possibilité d'avoir un accord entre les gouvernements et les pétroliers pour réduire quelques coûts. Un dialogue est actuellement engagé entre les acteurs du secteur privé concernant le prix du carburant, un point qui a un impact direct et non négligeable sur l'économie du pays. Une amélioration sur le plan économique est prévue cette année pour Madagascar. Nous prévoyons que la croissance va continuer à être solide et rester autour de 7% sur le moyen terme, mais à condition, entre autres, que les réformes que l'État met en œuvre continuent. Que le climat des affaires reste stable et prévisible. Et puisque l'État prévoit une intensification des investissements à venir, donc nous prévoyons que le compte courant, le déficit du compte courant va s'élargir. L'inflation devrait se stabiliser à moins qu'il n'y ait un choc sur l'économie. Et les dépenses publiques devraient continuer à augmenter avec l'augmentation des recettes fiscales. Si l'on se base sur l'année dernière, la hausse du PIB était à 5,2% et l'inflation était à 7,3%. La Banque mondiale publie un rapport sur l'économie du pays tous les 6 mois.
La subvention que l'État octroie à la Jirama n'a quasiment pas d'impact sur le quotidien des personnes ayant des difficultés sur le plan financier. Une amélioration des offres de la Jirama dépend des mesures prises par rapport à la situation de cette compagnie d'eau et d'électricité, ainsi que de la politique générale de l'État, d'après la Banque mondiale. Les projets entamés par l'État afin de permettre de baisser peu à peu cette subvention sont des avantages, selon les explications. Écoutons. Dans les compteurs intelligents, les compteurs de paiement, un système de gestion de la clientèle, un système de gestion d'informations géographiques, etc., pour améliorer, pour réduire les pertes de montée. La deuxième partie, c'est de mettre la mise en œuvre des investissements importants, structurants du secteur, comme notamment la mise en œuvre des projets libéraux. Avant que le prochain grand barrage produise le premier kilowattheure, la Jirama ne peut pas atteindre l'équilibre opérationnel. Et ça, c'est une négociation où tout le monde doit sortir gagnant. Parce que d'un côté, la Jirama, le gouvernement a besoin de baisser la facture par rapport au coût des fournisseurs d'électricité de la Jirama, mais de l'autre côté, le gouvernement et la Jirama ont absolument besoin du secteur privé pour les investissements futurs. Donc ça va de soi qu'il faut trouver une solution pérenne pour d'un côté raccourcir ou carrément éliminer et annuler des contrats, de l'autre côté renégocier certains contrats sur des centrales thermiques qu'on aura besoin dans le futur aussi. Donc voilà, et cette négociation elle est en cours, et cette négociation elle a un potentiel énorme de réduire les coûts de la Jirama, donc il faut la prendre au sérieux. Mais je peux vous dire, dans notre pays, on a vu ces négociations, c'est normal que ça dure longtemps, parce que c'est des négociations avec des enjeux énormes. Donc ça, peut-être, on pourra finir ce processus de négociation d'ici 2020. Mais les deux autres facteurs, donc l'opération, l'amélioration de la performance, c'est peut-être plutôt 2021, 2022, et surtout les investissements structurants dans l'électricité, ça va durer au moins 4 à 5 ans de plus. Dans l'actualité sociale, 6 détenus impliqués dans des affaires de meurtre se sont évadés de la prison de Marwantsej, selon les informations fournies par la gendarmerie nationale. Une évasion qui s'est faite mardi en pleine nuit, aidée de la pluie et d'une coupure de courant. La surveillance de ce pénitencier a de ce fait été renforcée. Les enquêtes sont ouvertes et les recherches se poursuivent. D'après le Premier ministre, il s'agit d'un laisser-aller. Des mesures strictes vont donc être prises en conséquence. Passons maintenant aux actualités internationales. Au Soudan, au pouvoir depuis 1989, le président Omar el-Béchir a été destitué par l'armée, actuellement détenu par les militaires. Il se trouve, d'après le ministre de la Défense, en lieu sûr. Il a également indiqué que la Constitution est suspendue pour le moment et que des élections seraient organisées après une période de transition de 2 ans. D'autre part, un couvre-feu d'1 mois a été instauré par l'armée. Reportage France 24. Une foule en liesse devant le QG de l'armée à Khartoum. Les manifestants attendaient avec impatience l'annonce promise par l'armée à la télévision officielle. J'annonce, en tant que ministre de la Défense, la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef. Les frontières et l'espace aérien sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Un conseil militaire de transition succède à Omar el-Béchir pendant 2 ans. Des élections seront organisées à l'issue de cette période transitoire. Un cessez-le-feu a aussi été annoncé dans tout le pays, notamment au Darfour, région meurtrie par les violences. Cette déclaration était attendue depuis plusieurs heures ce jeudi, après un message sur la télévision officielle, suivi de chants patriotiques et militaires. À Khartoum, la foule s'est dirigée en masse vers le QG de l'armée, lieu symbolique de la contestation. Pour le 6e jour consécutif, jour et nuit, les manifestants appelaient à la chute d'Omar el-Béchir. Des hommes et des femmes venus de tout le pays, chaque jour plus nombreux, malgré les 11 morts de mardi. Plusieurs fois, certains soldats n'avaient pas hésité à tirer en l'air et déployer des troupes pour protéger les Soudanais des forces de sécurité. Ce jeudi, des foules sont aussi rassemblées dans d'autres grandes villes du Soudan. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a été arrêté aujourd'hui par la police britannique dans l'ambassade d'Équateur où il vivait réfugié depuis 2012. Il craignait d'être extradé aux États-Unis pour la diffusion de documents sensibles. Plus d'explications à travers ce reportage de France 24. Julian Assange porté sans ménagement hors de l'ambassade équatorienne par 6 policiers britanniques. Avec sa barbe et ses cheveux hirsutes, le fondateur de Wikileaks est méconnaissable. Près de 7 ans après s'être réfugié dans ce bâtiment diplomatique, il est finalement rattrapé par la justice après que Quito a décidé de lui retirer l'asile.
Le comportement irrespectueux et agressif de M. Julian Assange, les déclarations hostiles et menaçantes à l'égard de l'Équateur, de son organisation et avant tout la violation des conventions internationales ont conduit à une situation où l'asile accordé à M. Assange ne peut plus être maintenu et n'est plus viable. Julian Assange faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen depuis 2012 pour non-présentation au tribunal. Il s'était réfugié dans l'ambassade équatorienne pour éviter d'être extradé vers la Suède où il est accusé de viol. Des poursuites abandonnées par Stockholm, faute de pouvoir faire avancer les investigations. Mais l'avocate de l'une des deux plaignantes entend demander la réouverture de l'enquête avant la prescription. De son côté, le ministère britannique des Affaires étrangères s'est félicité de l'arrestation. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que personne n'est au-dessus des lois. Julian Assange n'est pas un héros, il a caché la vérité pendant des années et des années. Avant de laisser les autorités britanniques arrêter Julian Assange, Quito dit avoir demandé à Londres la garantie qu'il ne serait pas extradé vers un pays où il risque la peine de mort. Le gouvernement britannique le lui aurait confirmé par écrit. Et avant de nous quitter, revenons un moment sur les grands points de ce journal. La cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation du palais de la reine d'Antananarive s'est faite ce jour. Cela permettra de rehausser à nouveau la souveraineté nationale selon le chef d'État. Selon le rapport publié par la Banque mondiale aujourd'hui, l'économie du pays devrait s'améliorer cette année. La stabilité du prix du carburant permet d'aboutir à une stabilité économique. Et au Soudan, le ministre de la Défense a annoncé la chute du régime. La constitution est suspendue et des élections seront organisées après une période de transition de 2 ans. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.